Ça peut vraiment améliorer le collagène et les oméga 3 par exemple. On peut voir une nette amélioration sur un mois. C'est un peu traître parce que ça va être sur le long terme. Plus vos oméga 3, votre huile de poisson va être oxydée et moins bonne sera et l'assimilation, la qualité de votre produit et la qualité des acides gras qui contient. Et lui, il avait testé le magnésium et il me dit vous êtes à moins 70%. Et je dis mais c'est pas possible, j'en prends des quantités astronomiques. Ce n'était pas le bon magnésium, je ne le fixais pas. La perte de masse musculaire a aussi un impact sur les douleurs articulaires puisque c'est les muscles aussi qui vont servir de protection et de soutien à nos articulations comme le genou. Tu prends du collagène et tu espères des résultats, évidemment, mais tu ne vois rien. Et ce n'est pas le collagène le problème, c'est comment tu le prends. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucas, expert en micronutrition, et nous allons voir la peau relâchée, les cheveux qui s'affinent, les douleurs articulaires, la perte musculaire et comment inverser naturellement le vieillissement avec les bons compléments au bon moment. Bienvenue Lucas, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi. Avec joie, vraiment. Alors, on commence. Comment tu as découvert le monde des compléments alimentaires ? Alors c'est assez ancien parce qu'on s'est lancé avec mon associé Alexandre il y a 13 ans maintenant. On était assez sportifs tous les deux et on consommait la petite boîte de vitamine C orange que tout le monde connaît, arôme orange. On a commencé à s'intéresser à la composition, à lire ce qu'il y avait sur l'étiquette. Et en fait, on s'est rendu compte que dans cette vitamine C, il y avait 5 ingrédients avant même la vitamine C qu'on ne comprenait pas forcément. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi il y a tout ça en plus de la vitamine C? Il n'y a que ça qui m'intéresse dans ce produit. L'aventure Novoma, elle a commencé comme ça, avec ce produit qui est un peu la star des compléments alimentaires que tout le monde connaît, la vitamine C, acide ascorbique. On a commencé en fait à proposer de la vitamine C qui était pure, sans aucune transformation, sans aucun additif. Et c'est ça un peu qui a créé l'ADN Novoma, c'est-à-dire des nutriments qui sont essentialisés avec un minimum d'additifs, une concentration qui était maximale et aussi des durées de cure qui étaient adaptées aux préconisations nutritionnelles. C'est vrai qu'en parlant avec vous, j'ai compris que le parcours de la vitamine C, c'était particulier. Et comme j'ai fait aussi des recherches, on s'est compris dans le sens où il y a du mensonge, il y a des vitamines C en Écosse, il y a des vitamines C dans des pays différents. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et tout n'est pas tout le temps marqué sur les étiquettes non plus. C'est un marché assez particulier. En fait, la vitamine C, elle est omniprésente dans notre alimentation. On s'en rend pas forcément compte, mais quand vous prenez un paquet de gâteaux au supermarché, il va y avoir de la vitamine C parce que c'est un conservateur naturel. Moi, j'ai découvert son action en fait de par mes parents qui sont œnologues. Ils travaillent dans le vin et il se trouve que dans le vin, on utilise beaucoup la vitamine C pour limiter l'oxydation notamment des vins blancs. Ça, c'est son rôle premier, mais en fait, elle a un rôle qui est beaucoup plus important que ça, dans l'organisme qui est capital, parce qu'elle participe à beaucoup d'actions enzymatiques, à la fabrication du collagène, on va sûrement en parler. Et c'est vrai que c'est un marché assez particulier. C'était un peu notre point de départ, il y a une certaine opacité aussi autour de certains produits de pharmacie, par exemple. Oui. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà par rapport au vieillissement, parce que finalement, c'est ça, le vieillissement accéléré. Est-ce qu'il y a on peut dire quelles sont les carences les plus fréquentes chez les femmes après 40 ans qui vont accélérer le vieillissement de manière visible? Alors, en premier lieu, il y aurait le collagène. Ça, c'est un phénomène naturel, malheureusement, qui est inexorable. On est tous affectés. C'est le fait qu'à partir de 25 ans, le collagène, qui est une protéine en fait qui constitue l'architecture de la peau, si je schématise grandement, hein, c'est vraiment on va dire le squelette qui en garantit l'élasticité, la fermeté. Le stock de collagène qui est présent dans l'épiderme va se dégrader de l'ordre de 1 à 2% par an, tous les ans, à partir de 25 ans, ce qui va occasionner l'apparition de ridules, éventuellement la sécheresse aussi de la peau. La vitamine C, comme on en parlait juste avant, en fait, comme je le disais, elle a un rôle dans la synthèse du collagène parce qu'elle va jouer sur l'action enzymatique de certains acides aminés qui sont présents dans les peptides de collagène. En fait, en vieillissant, il y a un phénomène qui se produit dans les cellules qui est le stress oxydatif, c'est-à-dire l'émission de ce qu'on appelle des radicaux libres en fait, qui viennent dégrader la cellule. Et grâce à des antioxydants comme la vitamine C, on va endiguer ce phénomène. Et donc, plus on va vieillir, plus le stress oxydatif va être important. Il y a aussi toutes les agressions du quotidien, l'alimentation, la pollution, etc., qui peut jouer là-dedans. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'augmenter sa consommation de vitamine C en vieillissant. Et ensuite, j'en aurais 3 autres qui me viendraient en tête. Ça serait la vitamine D qui a un impact sur la fatigue, aussi sur la masse musculaire, l'immunité également. Les oméga 3, alors ça, c'est pas forcément lié, c'est pas que les femmes après 40 ans en préménopause ou en ménopause qui en sont victimes. Les oméga 3, c'est un peu global dans la population. En fait, il y a un déséquilibre alimentaire
qui fait que les gens ne consomment pas assez d'oméga 3 et trop d'oméga 6 et 9, ce qui peut occasionner des inflammations silencieuses. Et le dernier point, ça serait le zinc et le fer aussi, alors tout particulièrement chez les femmes, notamment après un certain nombre de grossesses ou des menstruations qui sont importantes. Ça peut avoir un impact sur les taux de fer et de zinc dans l'organisme, ce qui peut avoir aussi un impact sur la bonne qualité de la peau, des ongles, des cheveux. Oui, c'est vrai que pour les femmes qui mangent pas de viande, c'est intéressant de se complémenter en fer, mais c'est pas évident de doser le fer. Ça, c'est bon de voir quelqu'un par rapport à ça. Complètement. Le fer, c'est vraiment, ça fait partie des parents pauvres un peu de ce qui est analyse, notamment quand on fait des analyses sanguines, c'est une des choses qu'on va regarder le plus parce que c'est facile d'en manquer. Par l'alimentation, c'est pas si finalement évident de s'en procurer. Donc d'où l'intérêt de la supplémentation. Et ensuite aussi sur le choix même du complément de fer, il faut être assez regardant sur notamment ce qu'on appelle le chélatage en fait. Nous, on l'associe beaucoup, on aime bien associer les minéraux à des acides aminés dans nos compositions parce que ça va améliorer l'assimilation du produit. D'accord. Et pour les menstruations, on m'a souvent dit que la vitamine E, ça aidait à éviter d'avoir des douleurs. Effectivement, ça peut être un des usages. Alors, c'est un peu comme la vitamine C. Moi, tout le monde n'a pas la même expérience avec le produit, donc certaines personnes effectivement peuvent ressentir ce type d'effet bénéfique. Je prends l'exemple, à titre personnel, la vitamine C, par exemple, moi, ça m'aide à dormir, ce qui n'est pas du tout le cas de nos consommateurs. Et pour ce qui est des oméga 3, en fait, ils ont naturellement une action sur les inflammations. Donc, une inflammation, on va dire, cachée, sur lesquelles les oméga 3 peuvent avoir une action, et donc aussi, in fine, ils peuvent jouer un rôle dans la régulation des douleurs pendant les menstruations. Et par rapport au vieillissement, ça veut dire que si une personne qui a une peau qui commence à montrer des signes de l'âge, ce qui est normal, hein, je le rappelle au cas où, et est-ce que ça peut vraiment améliorer le collagène et les oméga 3 par exemple? Est-ce que ça peut vraiment, on peut voir une nette amélioration sur un mois? Alors, par rapport au retour que vous avez eu déjà? Il y a un vrai enjeu, nous, sur l'observance. C'est vrai que un des motifs de frustration sur ce genre de complément, c'est qu'on attend des résultats tout de suite, hein, parce que c'est un enjeu important dans la vie des gens, la qualité de la peau, le teint, etc. Nous, les retours positifs qu'on a, c'est sur des personnes qui vont avoir un niveau d'observance important, donc qui vont vraiment respecter la cure, respecter les dosages aussi. Sur le collagène, c'est important de cibler des consommations, si on part sur du collagène poudre, qui sont entre 5, minimum 5 grammes par jour, jusqu'à 10 grammes par jour. Et effectivement, on a eu des retours très encourageants. On commence à avoir une base de clients assez importante et beaucoup de retours sur ces produits, d'ailleurs spécifiquement, qui font partie de nos best-sellers, sur une élasticité retrouvée, la réduction de certaines ridules. Au niveau articulaire aussi, en fait, il y a deux usages sur le collagène. Soit un usage, et sur les oméga 3 d'ailleurs, soit un usage qui est vraiment orienté beauté, soit un usage aussi qui est un peu plus orienté sport, musculation, récupération. Et on a des retours hyper intéressants sur des personnes qui ont réduit leur douleur articulaire ou difficultés articulaires grâce à ces compléments alimentaires. Oui, on parle aussi souvent des cheveux sur le collagène. Et en fait, je voulais pas forcément partir sur les oméga 3, mais les oméga 3, c'est tellement important, même si c'est mieux de les consommer avec des petits poissons gras, des maquereaux, des sardines, des choses comme ça. Souvent, en manger tous les jours, on n'y pense pas. Et quand on n'y pense pas, c'est bien d'avoir des gélules de qualité. Le taux de Totox, est-ce que tu peux nous parler du taux de Totox? Parce que quand moi, je commandais chez vous, je vous ai direct demandé avant le taux de Totox des oméga, parce que je sais qu'il doit être en dessous de 5. Et c'est presque jamais affiché sur les compléments alimentaires de magasins bio ou d'ailleurs. Et sur les sites internet, c'est pas souvent indiqué. Complètement. C'est vraiment un élément qu'il faut regarder. Moi, les oméga 3, moi, c'est mon produit préféré, on va dire, parce que je le consomme tous les jours depuis presque 10 ans. Je suis convaincu que ça a un intérêt vraiment sur le long terme, sur le côté inflammatoire, sur la peau aussi, parce que en fait, il y a un film hydrolipidique dans l'épiderme qui vient assurer en fait le bon maintien qui va protéger la peau d'une part, et aussi empêcher l'eau de quitter l'épiderme. Donc justement en consommant des oméga 3, on vient alimenter cette couche lipidique grâce aux EPA, aux acides gras, EPA et DHA qui sont présents dans les oméga 3. Et effectivement, un indicateur qu'il faut bien regarder sur les oméga 3, c'est le Totox, donc l'oxydation en fait, l'indice de totale oxydation des oméga 3, parce que plus vos oméga 3, votre huile de poisson va être oxydée, et moins bonne sera et l'assimilation, la qualité de votre produit et la qualité des acides gras qui contient. Et donc au final, en fait,
le rôle anti-inflammatoire que va avoir l'oméga 3 va être complètement perdu si vous avez un taux tox qui est trop élevé. En l'occurrence, nous, si on est sur un taux tox inférieur à 3 sur notre produit, avec une labellisation EPAX, qui est un label de qualité sur la façon avec laquelle on va estérifier les oméga 3, les purifier et surtout garantir la stabilité dans le temps. C'est gentil quand tu dis que ça sera à peine efficace, parce que moi, j'ai lu des études qui disaient que ça faisait carrément le contraire sur le corps de ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire une meilleure santé, une meilleure vitalité. Ça fait l'opposé. Ça peut être effectivement pro-oxydant. Il y a certains compléments alimentaires qui se comportent comme ça. En fait, ils ont un rôle hyper important, mais s'ils sont pas de la bonne qualité ou si c'est des isomères d'une même molécule qui sont choisis, donc c'est-à-dire la même molécule mais tournée différemment, le rôle est complètement inverse et ça n'a aucun intérêt pour la santé. Mais je les conserve au frigo. Et pour donner mon retour, moi, je suis très contente de vos oméga 3, évidemment, mais plus aux oméga 3 de manière générale, c'est qu'avant, on me disait, oui, il faut que tu aies une peau qui ne soit pas sèche, parce que j'ai une peau sèche et sensible, et déshydratée, en plus, comme ça, j'ai la totale. On me disait, oui, il faut que tu consommes plus d'huile. Alors moi, je mangeais beaucoup d'oléagineux à l'époque, et d'avocat, mais j'étais pas l'huile en elle-même, même les poissons gras, j'en mangeais pas tant que ça. Depuis que je vis en Andorre, je vois l'importance, le changement de pays. Je mange beaucoup plus gras. En tout cas, je mange des poissons beaucoup plus gras. Et quand j'en ai pas sous la main, j'ai toujours les oméga 3. Et je vois que ma peau, elle se porte super bien. Vraiment, les oméga 3 et la vitamine E. La vitamine E, quand je l'arrête pendant 1 mois, je commence à voir. Bon, moi, je suis très observatrice. Évidemment, je teste plein de produits, donc je sais observer. Mais les oméga 3, c'est vraiment pour les cheveux, la peau, les articulations. Il faut qu'ils soient bien huilés, les articulations. Hein. Surtout quand on passe 40 ans, c'est pas la même chose. Hein. Donc, les oméga 3, ouais, c'est important d'en parler. Complètement, ouais. Nous, c'est vraiment, à mon sens, ça doit faire partie d'une routine pour des personnes qui veulent aller vers les compléments alimentaires. Ça peut complètement faire partie d'une routine et consommer sur des périodes assez longues. Je suis convaincu que c'est un intérêt réel sur la santé cardiovasculaire également. Donc, tu as peut-être répondu à ma prochaine question pour relâcher les cheveux. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, on a l'impression de manger bien, même si on mange bien, et qu'on a une alimentation équilibrée, même irréprochable, forcément, il y a des petites choses qui commencent à arriver, les cheveux qui tombent. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs, hein, mais déjà, si on a une alimentation, donc moi, quand je dis alimentation, je comprends les compléments alimentaires. Si on est suffisamment nourri, je pense que c'est plus difficile de plier devant le stress ou de commencer à avoir des problématiques de peau. Alors, tu as raison quand même de souligner qu'il y a des facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler. Et ça fait un peu le pont avec les compléments alimentaires, mais le premier, c'est le sujet de l'assimilation pour moi. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des compléments alimentaires, c'est surtout le plus important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, avoir une pratique sportive, mais on aura beau consommer des nutriments qui sont intéressants, si le microbiote, l'intestin, n'est pas capable de les absorber, finalement ça n'aura pas d'intérêt parce que ça va être éliminé naturellement. Donc il y a déjà un premier enjeu sur la qualité du microbiote, hein, donc on va dire l'écosystème de bactéries qui sont présentes dans l'intestin et qui vont permettre l'assimilation de tous ces micronutriments. Il y a le stress chronique aussi qui peut jouer. Le stress, ça augmente le taux de cortisol qui est produit par les glandes surrénales. Et ce cortisol, en fait, a un impact directement sur la production d'élastine et de collagène. Donc, en fait, en ayant du stress au quotidien par son activité pro ou que sais-je, on dégrade aussi son stock de collagène, donc ce qui peut avoir ces effets-là sur la qualité des cheveux, peau et ongles. Et le dernier aussi, pareil aussi, c'est un peu inexorable, mais en préménopause, il y a un certain nombre de fluctuations hormonales, notamment la baisse du niveau d'oestrogène, qui a un impact sur la qualité de la peau, ongles, cheveux. C'est là où la supplémentation peut jouer un rôle et en tout cas essayer de limiter les effets de ces 3 facteurs sur lesquels on n'a pas la main. Ce que j'ai remarqué, c'est pendant les périodes de stress, c'est là où on pompe le plus de minéraux. Ça dépend des gens qui prennent du produit laitier ou pas, mais le calcium aussi, c'est intéressant. Surtout quand on consomme des légumes avec des oxalates. C'est intéressant de bloquer les oxalates avec calcium, magnésium, parce que sinon, ces légumes, ils se servent, ils pompent dans nos minéraux. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le stress, faut pas hésiter à se complémenter quand on a du stress, parce qu'on pompe tout et après, on n'a plus l'énergie pour notre propre corps. Donc ça, magnésium, c'est quand même un super... Je le mets au même niveau. Voilà, c'est marrant parce que tu es en train d'un peu de dessiner. Bon, c'est logique aussi, je vends des compléments alimentaires, mais moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma routine là aussi depuis
disant magnésium, j'insiste sur l'importance de ce qu'on appelle le chélatage, donc c'est-à-dire par un procédé chimique, en fait, on va réussir à associer un minéral comme le magnésium, le zinc, le fer, avec un acide aminé pour en faciliter l'assimilation. Donc c'est pour ça que c'est un terme un peu barbare, mais qui doit parler à plus en plus de gens, le terme bisglycinate. Oui. Ça vient de ça, en fait, c'est qu'on vient associer à notre minéral un acide aminé pour en favoriser l'absorption. Et c'est avéré que des minéraux chélatés comme les bisglycinates sont d'une part les mieux assimilés et aussi d'autre part les plus confortables sur le plan digestif. Donc c'est plus facile à absorber qu'un oxyde qui va être un petit peu plus perturbateur. C'est vrai que maintenant, moi, quand on me demande ce que je prends bisglycinate, mais à l'époque, pendant des années, j'ai testé des compléments. Et je prenais du magnésium marin que j'assimilais pas du tout, ou d'autres formes de magnésium. Il y en a d'autres formes qui peuvent être assimilables, mais celui qui me convient le mieux, c'est le bisglycinate. Et j'avais fait appel à un magnétiseur parce que j'étais fatiguée. Et lui, il avait testé, je sais pas pourquoi, mais il avait testé le magnésium et il me dit, vous êtes à moins 70%. Et je dis, mais c'est pas possible, j'en prends des quantités astronomiques. Et en fait, ce n'était pas le bon magnésium, je ne le fixais pas. Ça allait directement dans les urines, il ne me servait à rien. Et c'est ce magnétiseur-là qui m'avait dit, faut partir sur du bisglycinate. Mais ça fait très, très longtemps de ça. Si vous avez un complément alimentaire qui ne fonctionne pas, changez peut-être de forme aussi. Complètement. Ouais, ça, je pense que tu as vraiment la bonne approche, c'est qu'un complément qui va convenir à quelqu'un peut ne pas du tout fonctionner ou être très mal assimilé par d'autres, notamment du fait de cette problématique aussi de microbiote. On n'a pas tous le même microbiote, il est différent d'un individu à l'autre. Voilà, on peut réagir différemment. Il y a aussi une notion de... Nous, on essaie de faire des compléments qui touchent le plus grand nombre de personnes, qui puissent aider le plus grand nombre de personnes. Mais il y a un enjeu aussi, en fait, on ne fait pas tous la même taille, on ne fait pas tous le même poids, on n'a pas tous le même âge. Et donc, en fait, au moment, en fonction... de son poids, de son âge, etc., on va avoir des besoins qui sont différents. Un complément qui peut convenir pour une personne peut être surdosé ou pas assez dosé. C'est vraiment important de s'écouter et éventuellement d'être accompagné aussi par un médecin. Et certains bilans sanguins aussi peuvent être intéressants pour voir. En fait, on peut s'apercevoir qu'on est en carence depuis des années grâce à une simple analyse sanguine. Donc, ça peut être une pratique aussi qui est intéressante. C'est bien d'aller voir un médecin en médecine fonctionnelle parce que eux, ils nous sortent des bilans complètement incroyables. Et vous avez aussi des appareils qui peuvent, c'est pas la biorésonance, c'est comment ça s'appelle les appareils qui, je me souviens plus, les appareils où tu peux vérifier tes nutriments, si tu as des carences ou pas. Apparemment, c'est encore plus précis que des prises de sang. J'ai plus le nom là, je vous le retrouverai. Mais tu as beaucoup il y a des boîtes hyper intéressantes là qui sont lancées un peu sur ces thématiques-là. C'est vrai que ça a toujours été le parent pauvre on va dire, des médecines conventionnelles. On fait des titrages éventuellement à certains moments précis de la vie, grossesse, opération ou autre, mais c'est quelque chose qu'on ne suit pas du tout quand tout va bien. Et c'est peut-être un écueil parce que parfois il y a des inflammations qui sont silencieuses et cachées et qu'on pourrait peut-être combler si on était au courant de ce type de carence. Ce qui est intéressant, c'est d'arrêter, de faire le test, d'arrêter quand tout va bien les compléments alimentaires et de voir ce qui se passe. Parce que je l'ai fait plusieurs fois, parce que je partais en vacances, parce que j'avais pas envie de me charger. Et je vois qu'il y a quand même une différence sur notamment les oméga, le magnésium, les choses comme ça. Même le collagène, maintenant, je le ressens quand je l'arrête. Quand je l'arrête au bout d'une semaine et demie, je vois que la peau, quand même, c'est pas pareil. Hein. Et quand tu parlais de la microbiote, est-ce que tu as des conseils à donner? Parce que c'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de spécificités, que ce soit les bactéries, que ce soit la flore intestinale, que ce soit le nettoyer. C'est très très vaste et on parle de deuxième cerveau, mais à juste titre parce qu'il est tout aussi capital que celui qui nous aide à penser et à bouger nos muscles. Ce microbiote, c'est un peu un organisme dans l'organisme parce qu'au sein des intestins, donc il y a des colonies monumentales de bactéries qui sont bénéfiques et qui peuvent être perturbées de plein de manières, soit par une alimentation qui est déséquilibrée, éventuellement des agressions extérieures qui peuvent être des virus, des infections, certains produits polluants. Donc c'est très important de soutenir ce microbiote, d'une part par l'alimentation, en mangeant des aliments qui sont riches en pré, pro et post-biotiques. Ça peut être des aliments fermentés, des fibres. Les aliments fermentés, ça veut dire on peut soit les faire à la maison ou les acheter dans le commerce. C'est ça. Moi, je suis un grand fan. Alors, j'aime beaucoup la nourriture asiatique et j'aime beaucoup le chou. Le chou, par exemple, c'est un très bon allié. Le chou fermenté, voilà, ça peut être
qui est riche en fibres aussi. Donc, très intéressant sur le plan digestif et au niveau du microbiote. On peut éventuellement aussi renforcer l'action de ces aliments par des compléments alimentaires, comme les probiotiques. Là, ce qu'il faut regarder, c'est déjà la stabilité de ces probiotiques, c'est-à-dire que s'ils ont été mal conservés ou s'ils sont sous-dosés, en fait, quand vous allez consommer votre gélule, il ne va plus rester grand-chose. Donc, c'est important d'avoir de la traçabilité sur le type de souche, le nombre de souches éventuellement, parce que, comme je vous ai dit, c'est une famille de bactéries qui colonisent par milliards nos intestins, donc c'est important d'avoir des probiotiques qui couvrent un spectre le plus large et le plus pertinent possible. Et aussi, on a une notion qui s'appelle les UFC, unités formant colonie, en fait, qui représente, on va dire, voilà, si on prend un microscope et qu'on regarde un petit bout de ce probiotique, la quantité en fait, de bactéries qu'on va retrouver pour une dose donnée. Et c'est important que ce nombre d'UFC soit relativement élevé parce qu'encore une fois, le probiotique, c'est quelque chose de vivant, donc il va avoir tendance à se dégrader dans le temps. Et si le dosage initial est assez bas, avec un petit nombre de souches, quand vous allez le consommer, vous allez déjà d'une part le dégrader en le digérant, même si nous, on a fait le choix de gélules résistantes qui vont limiter cette dégradation. Mais plus vous en avez, et plus vous avez de souches, et plus vous avez de chance aussi que ça vienne soutenir votre microbiote intestinal. Mais qu'est-ce que tu recommandes comme souche en pré-probiotique? Alors, c'est souvent nous, en tout cas dans le nôtre, on a fait ce choix-là. On a beaucoup de souches qui sont issues de c'est des lactobacillus, donc c'est des protéines, des souches issues c'est du lait, Casei, Rhamnosus. Je ne rentre pas dans le détail. C'est des noms un peu barbares latins, mais c'est des souches qui sont bien maîtrisées et qui ont le grand avantage aussi d'avoir une action qui est relativement large et exhaustive et qui peuvent donc vous aider sur des problématiques elles aussi assez larges. Par exemple, les personnes qui consomment du laitage, ça ne va pas faire office d'enzyme digestive. Alors, complètement. Enfin, ça peut, bien entendu que ça va aider, parce que naturellement, si c'est, certains des probiotiques qu'on va retrouver dans des probiotiques type complément alimentaire seront naturellement présents dans des produits laitiers, même transformés. Alors, il faut voir aussi la qualité du produit laitier, parce que avec les procédés industriels et l'hypertransformation de l'alimentation, c'est plus très intéressant de consommer des yaourts ou des produits laitiers de ce point de vue-là en tout cas. C'est sûr que oui, ça présente aussi un intérêt de consommer ce type de produits pour naturellement, sans même passer par un complément alimentaire, venir renforcer son microbiote. Mais je veux dire, ce produit-là que vous avez, il contient des enzymes digestives ou pas? Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas. Alors, il n'en contient pas. Mais est-ce que ça aide, par exemple, une personne qui est intolérante aux produits laitiers ou un petit peu, qui sent que ça fait un peu des effets? Est-ce que, par exemple, les pré-probiotiques, ceux-là, étant donné qu'ils ont ces souches-là, est-ce que ça peut aider à la digestion ou rien à voir, ça va juste recoloniser la flore intestinale? D'accord, pardon, excuse-moi, j'avais pas bien compris. Effectivement, sur la partie, dès lors que le probiotique va atteindre l'intestin, effectivement, oui, ça va avoir un rôle de facilitateur, ça va améliorer le processus de digestion, forcément que à partir de la barrière intestinale, pas en amont. Ce qui est très important, comme je disais, c'est vraiment par contre que le complément ou l'aliment qui est choisi pour essayer de soutenir le microbiote tienne jusque-là, parce que dans l'estomac qui est très riche en acide, il va y avoir beaucoup de dégradation. Donc d'où l'intérêt éventuellement d'avoir des gélules gastro-résistantes. Et effectivement, oui, ça va soutenir le processus de digestion. D'accord. Je voulais juste parler aussi d'une chose, c'est que c'est une phase qui est un peu moins connue au niveau du microbiote intestinal, c'est son rôle aussi dans l'immunité. C'est-à-dire qu'un microbiote qui est renforcé, et, équilibré et fonctionnel va favoriser aussi une bonne immunité. Donc c'est aussi par là qu'on peut renforcer son immunité. On a tendance toujours à parier sur les antioxydants et voilà, le microbiote est aussi impliqué dans ces processus-là. D'accord. Et j'avais aussi une question par rapport aux muscles, parce qu'avec l'âge, on perd des muscles sans le remarquer. D'après toi, quels sont les signes qui seraient à surveiller par rapport à ça? Alors complètement, c'est un phénomène très, tout à fait naturel que tu décris, qui s'appelle la sarcopénie. À partir de 35-40 ans, la masse musculaire se dégrade chez l'homme comme chez la femme. C'est un phénomène alors qui est très progressif, parce qu'à 40 ans, la perte est légère. Elle s'accentue plutôt vers l'âge de 60 ans. Il y a un certain nombre aussi de perturbations hormonales, là aussi chez la femme comme chez l'homme, avec la baisse de la testostérone, qui peuvent occasionner cette perte musculaire. Et aussi la sédentarité qui va pas agir... voilà, c'est un peu traître parce que ça va être sur le long terme.
plus on va être sédentaire, moins on va faire d'efforts, et moins on va générer de masse musculaire. Et donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. D'autant plus que plus on a de masse musculaire, plus on dépense de l'énergie sans rien faire. Parce que notre corps a besoin de plus d'énergie pour faire fonctionner tous ses muscles, même quand on n'est pas en situation d'effort. Donc on va avoir tendance à générer plus de masse graisseuse et donc à générer aussi à fabriquer moins de muscles parce qu'on va faire moins d'activité sportive. Les signes à surveiller, il va y avoir le fait de ne pas être en capacité de maintenir son poids dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir du mal à ne pas maigrir ou des personnes au contraire qui vont avoir du mal à augmenter la part de masse musculaire à l'avantage de la masse graisseuse. Il peut y avoir aussi une sensation de perte de force, des gestes qui étaient très communs auparavant qui vont devenir plus compliqués, attraper un objet lourd, certaines pratiques sportives qui deviennent plus compliquées. Et aussi, et je pense que c'est un point important parce que ça fait un peu un pont aussi avec les oméga 3 et éventuellement l'acide hyaluronique, c'est les douleurs articulaires. La perte de masse musculaire a aussi un impact sur les douleurs articulaires puisque c'est les muscles aussi qui vont servir de protection et de soutien à nos articulations comme le genou. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on va avoir plus mal au niveau des articulations aussi, d'une part parce que l'articulation elle-même se dégrade, mais aussi parce que les muscles périphériques sont moins importants. Oui, donc c'est hyper important d'avoir des muscles pour tenir son corps, déjà, mais aussi pour ne pas avoir des douleurs articulaires. Exactement. C'est vraiment capital de maintenir ce capital musculaire. Et donc là, ça passe par une alimentation équilibrée. Éventuellement, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent être préconisés pour soutenir cette prise de masse. Et bien sûr, ne jamais renoncer à la pratique sportive. Enfin, ou même, c'est pas forcément, il s'agit pas d'aller à la salle 8 heures par jour. Le simple fait de continuer à marcher un petit peu tous les jours, de pratiquer un sport occasionnellement, ça participe du maintien de la masse musculaire. Oui, de monter les escaliers, de profiter de chaque effort à faire et d'être heureux de faire des efforts tant qu'on a un corps qui fonctionne bien et qui reste musclé, quoi. Ceux qui ont mal au dos, souvent, c'est parce qu'ils sont démusclés aussi. Et donc, ils ne font plus rien parce qu'ils ont mal au dos, mais en fait, ils devraient faire du sport, soit avec l'aide d'un kiné ou d'une personne, s'ils ont peur de faire des faux mouvements. Mais c'est hyper important de continuer de muscler son dos quand on a mal au dos. Quand tu dis qu'il y a des compléments alimentaires pour favoriser la prise de muscle, tu penses à quoi? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est assez spontané, c'est la whey. Nous, en l'occurrence, on propose de l'isolat de whey native. Ça peut être intéressant, même si, encore une fois, on n'est pas un ayatollah de la muscu en salle. La protéine, on a tendance à un peu moins l'assimiler en vieillissant. Notre consommation aussi quotidienne, c'est pas forcément évident d'avoir les apports suffisants parce que soit les mal digérés, soit aussi des régimes alimentaires spécifiques qui peuvent faire qu'on consomme un petit peu moins de protéines que la moyenne. Donc ça peut être intéressant d'avoir un apport en protéines externes qui ne nous oblige pas à manger un steak de 300 grammes tous les jours. Il y a le magnésium aussi. Moi, c'est vrai qu'il est assez récurrent, mais parce que c'est absolument incroyable le nombre d'interactions qui sont permises par le magnésium dans l'organisme. Je crois que c'est à peu près 300 actions enzymatiques qui sont liées au magnésium et il va avoir un impact aussi sur la contraction musculaire. Donc en fait, il y a une bonne combinaison à faire entre la whey, éventuellement le collagène et le magnésium du point de vue de la récupération et de la pratique sportive. Il y a la vitamine D aussi, alors qui a un rôle plus sur l'activation de certaines fibres musculaires. Je ne rentre pas du tout dans les détails, mais c'est certains muscles périphériques qui sont aussi liés à l'action de la vitamine D qui peut prévenir d'une certaine manière la sarcopénie. Et les oméga 3, on en revient toujours un peu aussi à cette même thématique, mais l'inflammation musculaire peut être réduite par la consommation d'oméga 3 et nous on le voit beaucoup, on soutient pas mal de sportifs, alors notamment dans le monde du rugby, parce qu'on est dans le sud-ouest et donc forcément on adore le rugby, on adore le Stade Toulousain, on a pas mal de joueurs de plein de clubs, mais de pratiquants qui consomment des oméga 3 justement pour limiter ce phénomène d'inflammation musculaire. Et attends, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Ah oui, souvent la poudre, donc ce qui est whey ou les protéines, les choses comme ça, il y a des personnes qui sont puristes et qui vont dire non, il faut absolument pas manger de trucs transformés et tout. On est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des jours où on n'arrive pas, enfin moi je vois de temps en temps, où j'arrive pas à compléter mon besoin en protéines. Et ce qui est important, c'est que quand on est carencé en protéines, donc déjà les cheveux, la kératine, tout, il y a plein de choses qui fonctionnent moins bien. Et c'est surtout, les personnes vont se jeter sur les sucres. Ils vont avoir des carences. S'il y a des personnes, elles n'arrivent pas à manger ce morceau de viande ou ce morceau de poisson, c'est trop pour certaines personnes. Et la poudre, c'est facile à consommer en complément. On ne dit pas de se nourrir que de poudre. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse dans ce sens-là.
Tu as tout à fait raison. Voilà, tout l'intérêt, c'est qu'elle va davantage participer à la synthèse des fibres musculaires. Là, c'est beaucoup mieux de se tourner en cas de perte de masse. C'est vraiment intéressant de se tourner vers les protéines plutôt que vers les sucres qui vont au mieux être consommés pendant la pratique sportive et au pire stockés sous forme de graisse. Oui, et puis créer de l'inflammation. Et détériorer notre peau aussi. Ça fait quand même le sucre, ça ronge nos organes, ça les crame littéralement, ça fait de la glycation. On a une peau terne et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de sucre. L'idée, c'est de diminuer et de prendre vitamine C et magnésium si on a vraiment des compulsions d'envie de ce sucre, parce que souvent, c'est une carence en magnésium et en vitamine C quand on a des fringales comme ça. Et aussi des habitudes alimentaires qui perdurent, enfin, notamment du fait de ce qu'on nous propose aussi à manger. C'est vrai que oui. Au quotidien, c'est pas toujours facile de Oui. ne pas manger d'aliments transformés qui contiennent du sucre. Donc, oui, c'est sûr que si dans la microbiote, il y a plein de bactéries qui adorent consommer du sucre, elles vont le réclamer à fond. Il faut changer aussi au niveau des intestins. Il y a quelques petits détails à changer, en effet. Donc là, j'aimerais bien qu'on parle du collagène, de la kératine et la biotine, et surtout savoir quel rôle réel auront chacun d'eux sur notre corps, sur notre beauté, les cheveux et tout. D'accord. Le collagène, comme je le disais au début, c'est vraiment le squelette, on va dire, l'armature de la peau, qui vont assurer la fermeté, l'élasticité de la peau. Juste une petite digression un peu technique, c'est que on a tendance à cacher derrière l'appellation collagène une réalité qui est en fait les peptides de collagène. Quand on prend du collagène, c'est pas une macromolécule, une grosse protéine qui va être absorbée, mais dans la poudre de collagène qu'on peut acheter sous forme de complément, c'est des peptides de collagène. Donc on va dire, si je schématise très grandement, c'est des petits morceaux de cette macromolécule et qui vont ensuite nourrir un certain nombre de réactions qui, elles, vont avoir pour issue la fabrication de cette protéine de collagène, parce que la consommer telle qu'elle, elle est trop grosse et elle sera pas bien assimilée. Donc c'est important pour prendre des peptides qui sont bien hydrolysés, on va dire de petite taille, qui soient bien ciblés et éventuellement renforcés par l'action de la vitamine C pour avoir une assimilation optimale. Ce que j'ai vu, qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté votre collagène et qu'ensuite, après l'avoir testé, je vous ai contacté pour faire cette vidéo, c'est que j'ai vu aussi, bon, c'était un type 1 et 3, donc c'est déjà très bien, et il y avait la mention Naticol. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Naticol ? Bien sûr, il y a une tendance de fond dans les compléments alimentaires à ce que derrière les marques de compléments alimentaires, il y ait des marques autour des actifs qui peuvent être mis en œuvre dans les formulations. Et Naticol, je trouve que c'est un très très bon exemple, parce que c'est vrai que maintenant, quand on se tourne vers du collagène, on a des consommateurs en fait qui veulent acheter la marque de la matière première. Et Naticol a très bien fait ça. C'est une société qui est basée dans le sud-ouest de la France, qui a 45 minutes de chez nous, qui s'appelle Vessar, qui est une société historique en fait qui s'est spécialisée dans les collagènes à base de poisson. Et le grand intérêt de les cibler des collagènes qui sont, nous on appelle ça labellisés, c'est-à-dire couverts par une marque, c'est d'avoir accès aussi à toutes les études qui ont pu être menées par le fabricant pour garantir l'efficacité du collagène. Donc c'est vraiment intéressant d'aller vers ce type de collagène dans la mesure où on est sûr qu'il y a des études cliniques sur la réelle efficacité sur l'élasticité de la peau, le confort articulaire et plein d'autres thématiques, le bien vieillir, etc. Et c'est là où Naticol a été très fort. On travaille avec eux, c'est assez historique, je pense qu'on fait partie de leurs clients un peu anciens. Et c'est très important pour nous de bosser avec eux parce qu'on a d'une part une garantie sur l'efficacité et aussi une garantie sur la traçabilité. Ça reste une matière qui est faite à partir de poissons. Donc c'est vraiment important pour nous qu'on connaisse l'origine de ces poissons. Et ça passe notamment par un label qui s'appelle Friend of the Sea, en fait, qui garantit aussi la pêche durable, les zones de pêche, le contrôle des populations de poissons qui sont choisies pour fabriquer ces collagènes. Donc c'est de la traçabilité et de l'efficacité qu'on garantit grâce au label Naticol. Et ça veut dire que c'est du poisson sauvage, c'est quoi ? Alors c'est une très bonne question, c'est vrai qu'elle est assez récurrente parce qu'on s'imagine souvent voilà le pêcheur avec sa canne à pêche et le gros saumon où on va extraire le collagène. Il y a deux grandes filières. Une première filière qui est issue des fermes piscicoles, donc c'est-à-dire c'est plutôt des poissons d'eau douce en plus qu'on va sélectionner, qui sont des poissons gras avec des bonnes concentrations en peptides. Enfin, on va pouvoir extraire de grandes quantités de peptides dans ces peaux de poissons. L'avantage de cette filière-là, c'est qu'on ne va pas aller impacter directement la biodiversité en prélevant des espèces indigènes sauvages. Donc là, c'est plus une question de choix moral entre est-ce que je vais privilégier un poisson issu des populations sauvages ou est-ce que je vais préférer la filière un peu plus piscicole. Ça n'a pas de réel impact sur la nature même du collagène. Volontairement, on n'est pas en sauvage, justement parce que voilà, on avait cet intérêt on trouvait ça vraiment intéressant
d'aller sur des filières piscicoles parce que c'était on ne va pas dégrader un environnement naturel. Un autre point qui est important sur la filière collagène, c'est de bien comprendre que ce n'est pas des populations de poissons, qu'ils soient sauvages ou d'élevage, qui sont pêchés pour exploiter le collagène. C'est-à-dire que le collagène, c'est vraiment un coproduit de l'industrie de la pêche. Donc les peaux qui, à la base, n'étaient pas forcément vouées à être réutilisées, qui étaient éliminés dans le cycle de fabrication des produits de la mer. On a fait le choix d'exploiter ces peaux de poisson. Donc c'est là où je trouve que certaine vertu dans la filière, c'est qu'on va utiliser ces coproduits pour les revaloriser et extraire les macromolécules de collagène. D'accord. Parle-moi, s'il te plaît, de l'acide hyaluronique. En quoi c'est intéressant d'ajouter de l'acide hyaluronique, que ce soit pour la peau, enfin la peau, cheveux, hein, ou les articulations? Alors l'acide hyaluronique vient un peu compléter le triptyque avec la kératine et le collagène, d'une part sur la souplesse de la peau et d'autre part aussi sur la lubrification des articulations. Parce que l'acide hyaluronique, il est présent dans le liquide synovial, qui est le liquide qui est présent dans les articulations, et donc il va garantir lubrification et donc il va faciliter le mouvement articulaire. Et au niveau de la peau, là aussi, je vulgarise, mais il a un rôle d'éponge. Il peut absorber à peu près 1000 fois son poids en eau. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'en augmenter la concentration dans l'épiderme, parce que voilà, il va retenir l'eau. Vous avez le collagène qui, lui, va assurer une armature, on va dire, à cet épiderme, et la kératine qui vient, en quelque sorte, bloquer le passage de l'eau. Donc, par cette triple action, vous jouez sur votre hydratation cellulaire et donc aussi sur la fermeté de la peau et son élasticité. D'accord, donc ça, c'est génial. Et je voulais aussi te poser une question. J'ai une personne qui m'a posé la question, quelle est la différence entre ces deux collagènes, celui en poudre et celui en gélule? Parce que sur le site, les deux sont marqués pour 1 mois. Est-ce que tu peux nous donner la différence? Parce qu'il ne doit pas y avoir la même concentration. Tout à fait. Alors, c'est une question assez classique. Nous, on a tendance à vendre les produits en fait plus sous forme de pack parce que l'avantage du petit, c'est qu'effectivement, pour dans un format voyage, c'est très adapté. Donc, il va effectivement apporter du collagène, mais à hauteur de 1 gramme par jour, ce qui est peu comparativement au format poudre. Je pense que le réel intérêt de ces deux formules, c'est vraiment de les associer dans la mesure où la première va t'apporter un petit peu de collagène avec un poids moléculaire d'ailleurs assez bas, c'est du méticolmine, mais en association avec un certain nombre de micronutriments, comme du zinc par exemple, qui a un rôle antioxydant, de la vitamine C qui est un précurseur du collagène, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et donc c'est là où c'est intéressant d'adjoindre à ça la prise du format poudre, parce que là on va aller chercher des dosages beaucoup plus élevés. Alors c'est un collagène qui est un tout petit peu différent, qui est du BPMG, donc qui est sous forme de microgranulés. C'est juste une méthode de séchage qui est un petit peu différente et qui permet de garantir une très bonne dissolution du collagène. Donc là aussi, ça va jouer sur la simulation et tout simplement sur le confort de la prise. Et donc l'intérêt d'aller travailler ces deux produits, c'est que d'une part, avec le petit format gélule, on apporte des micronutriments complémentaires du collagène. Et sur l'autre, on a des dosages à 5 grammes, 10 grammes par jour qui vont avoir un réel intérêt sur la santé articulaire, sur la qualité de la peau, des ongles, des cheveux, comme le montrent justement les études que je mentionnais tout à l'heure, qui ont pu être menées par Naticol sur des dosages à 5 grammes et 10 grammes par jour. D'accord, bon, bah, c'est génial. Oui, je vois qu'il y a l'acide hyaluronique, la biotine, peau, cheveux, ongles pour le collagène marin. Ok. C'est ça. S'il y a une personne qui veut consommer des compléments alimentaires, qui a un petit budget, ou alors une personne qui veut consommer mais très peu de compléments alimentaires, lesquels tu recommanderais absolument? Alors, bon, sous réserve éventuellement d'avoir fait un bilan ou d'être accompagné, mais pour moi, ça peut être vraiment intéressant de commencer par le collagène, pour la qualité de la peau, des articulations, les oméga 3, pour le côté anti-inflammatoire, santé cardiovasculaire, système nerveux, etc. Et le magnésium, parce que, comme on l'a dit pas mal de fois, il participe à énormément d'interactions dans le corps. Il y a au moins 300 actions enzymatiques. Il a un rôle sur le stress, la fatigue, la cognition, donc pour moi, c'est un peu le trio de départ pour commencer une supplémentation. Et tu m'avais parlé du zinc. Tu m'as dit qu'une des propriétés aussi, c'était anti-acné. Alors ça, c'est assez particulier, le zinc, parce qu'il n'y a pas vraiment d'allégation reconnue sur le fait qu'il ait ce rôle-là, mais c'est un usage massif de ce minéral. On le préconise beaucoup pour la régulation de l'acné, éventuellement des taches brunes. C'est un antioxydant naturel, donc il a aussi un rôle sur l'immunité,
Et effectivement, voilà, un des usages, et c'est pour ça qu'on le retrouve très souvent dans les formulations pour soutenir la qualité de la peau. D'accord. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'ai essayé de te poser un maximum de questions sur le sujet des compléments. On n'a peut-être pas tout dit, donc peut-être vous complémenterez en posant des questions sous la vidéo ou avec vos propres expériences. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup Lucas d'avoir Merci à accepté. toi. Ah oui, puis j'allais oublier, il y a un code promo. Donc, si vous voulez acheter des compléments alimentaires chez Novoma, vous avez moins 10% avec le code Gwen. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous embrasse très fort et on vous dit à tout bientôt.